Bonsoir à tous. Alors j'attends que Justine de Fertilité Naturelle se connecte également, donc pour notre live sur vitalité et libido. Alors, tac. En espérant que la technologie soit avec nous. C'est toujours le suspense. Ah, salut Justine. Alors j'ai accepté la demande. Donc normalement... Oui. Tu me vois? Ah bah génial. Ah, bah, Super. c'est trop bien. Parfait. Bon, et ben, je te laisse te commencer par te présenter peut-être? Oui, 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 avec plaisir, ça marche. Donc, moi, c'est Justine Peter. Donc, je suis formatrice en symptothermie et fertilité holistique depuis 7 ans maintenant. J'ai été certifiée à Lausanne et voilà. Sinon, je m'intéresse énormément à tout ce qui touche à la santé du cycle, santé hormonale des femmes et aussi à la fertilité du couple et donc à la notion de préparation à la conception pour préparer une grossesse. Voilà un petit peu. C'est tellement essentiel ça, la préconception. Oui. Ouais, et c'est souvent zappé, mais bon, je pense qu'on y pense malheureusement de plus en plus à cause de l'infertilité. Oui, alors qu'en fait, même si on n'a pas de trouble de la fertilité, c'est une notion qui est vraiment importante. Oui, Ouais. oui, ça c'est pour tout le monde. Et donc de mon côté, donc moi je suis Agnès Hude, je suis sage-femme et sexologue. Et donc là, j'exerce en tant que sexologue à Casablanca, voilà, où je reçois des couples et des personnes seules. Et j'exerce aussi en visio, parce que je pense que tu vois, tout le monde n'est pas à Casablanca dans ceux qui regardent le live. Voilà. Effectivement. Donc, Top, magnifique. ce soir, on va vous parler donc de la vitalité en lien avec la libido. Donc pour commencer un petit peu, enfin on s'est réparti les rôles avec, avec Justine. Déjà pour vous présenter un peu la libido, qu'est-ce que c'est? Moi j'aime bien la définir comme l'élan spontané, naturel à avoir envie de faire l'amour. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand on est en pleine santé, eh ben, la nature nous pousse à nous reproduire. Jusque-là, c'est plutôt logique. Mais donc pour ça, il faut que le système hormonal marche bien, parce que la libido, elle va être nourrie par nos hormones. Typiquement, en tant que femme, ça va être les œstrogènes qui vont booster notre libido. Également la testostérone, qu'on sécrète en quantité moindre par rapport aux hommes, mais malgré tout, on la sécrète. Tandis que par exemple, la progestérone va plutôt calmer et la prolactine va plutôt l'inhiber. Voilà, tout ça c'est pour pouvoir relire vos contextes. Quand je reçois une femme qui me dit qu'elle manque de libido, voilà, déjà, on va interroger le contexte. Est-ce qu'elle est en postpartum, en cours d'allaitement, ménopausée? Tout ça, et bien sûr, va jouer sur la libido, même si beaucoup de facteurs influent sur la libido. Les tensions dans le couple, les traumas, la fatigue. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. C'est pas juste hormonal, mais c'est la partie sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui avec Justine. Bah, du coup, ça me parle énormément, en fait, la description, parce que bah, quand on parle, en fait, du cycle féminin et qu'on s'observe avec la symptothermie, eh bien, c'est aussi ce qu'on dit aux femmes, en fait, et aux couples, même pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfants, c'est de se dire, un corps en santé veut être fertile. Donc, en fait, c'est une super nouvelle d'avoir une ovulation, que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne phase après l'ovulation, même si on veut pas d'enfant. C'est vraiment essentiel à la santé et comme tu l'as dit, du coup, pour la libido aussi. Et en fait, ça me fait penser dans ce que tu viens de décrire que c'est aussi du coup un atout en fait de connaître son cycle et puis de pouvoir l'observer, puisque les différentes phases du cycle, notamment bah, la première qui est dominée par les œstrogènes, bah, est essentielle en fait pour avoir de la libido. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un point, mais je reviendrai un peu plus tard dessus, mais parce que je pensais du coup, quand on est dans les hormones, il faut savoir que ces hormones sont dérivées d'un même précurseur du cholestérol et que le cortisol, lui, va venir voler le cholestérol, ça va faire une voie de dérivation et donc on va sécréter moins d'hormones sexuelles.
Et donc, Donc, quand tu parles du cortisol, tu parles, c'est aussi par rapport au stress, hein, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est aussi bien sûr un facteur majeur qui va non seulement impacter notre libido, mais surtout toute notre santé au global. Oui, Et donc toute voilà, et la ça, je pense que c'est... santé hormonale finalement. Et du coup, toute Pardon? la santé hormonale étant liée au reste de la santé, ça impacte la Oui, santé globale, quoi. exactement. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu as pas mal de choses hyper intéressantes à nous dire sur comment nourrir ces hormones, justement. Parce que beaucoup de gens, et c'est sorti là, notamment du, tu sais, du petit quiz que j'avais fait, du petit sondage, en disant est-ce que vous vous sentez démotivé, fatigué, alors que vous avez une hygiène de vie correcte? Et c'est la majorité pourcent des gens, je ne sais plus, mais peut-être près de pas loin de 70% des gens ont répondu oui, en disant j'ai une hygiène de vie correcte, et malgré tout, ça ne va pas. Ouais, ouais, clairement. Bah, c'est aussi là justement que pour les femmes, c'est intéressant en fait d'observer son cycle parce que c'est un peu le baromètre santé de la femme. Parce que comme on a expliqué avant, un corps en bonne santé va ovuler, va être fertile, et à partir de là, on peut déjà, avec la symptothermie, d'autres méthodes d'observation aussi, mais voilà, moi c'est la symptothermie, ma spécialité, on peut repérer déjà est-ce qu'on ovule ou pas, parce que juste le fait d'avoir des saignements, même s'ils sont à intervalles plus ou moins réguliers, ça suffit pas pour nous confirmer qu'il y a effectivement ovulation. Après, si on ovule, eh bien c'est déjà une bonne chose. Mais ça suffit pas non plus pour se dire on a un cycle sain et tout se passe bien. Donc il faut déjà aussi voir quand a lieu cette fameuse ovulation, puisqu'elle a pas toujours lieu au jour 14, de loin pas. Et ça veut pas dire parce que ça n'a pas lieu pile au jour 14 qu'on a un cycle en mauvaise santé. Hein. Il y a plein de femmes qui ont des très beaux cycles et qui sont régulières, mais où l'ovulation n'intervient pas au jour 14. Tout ça pour dire que c'est intéressant de voir les différentes phases du cycle. Combien de temps dure la première phase du cycle, donc la phase à dominance œstrogénique, et puis combien de temps va durer aussi la deuxième phase du cycle, dominée par la progestérone, puisque la progestérone, on en a aussi besoin pour la santé globale de la femme, et le seul moyen de la sécréter, c'est d'ovuler. Ouais. Et là, on est censé sécréter de la progestérone après l'ovulation pendant 12 à 16 jours. Et si c'est systématiquement moins, ça va aussi poser des problèmes sur le moyen long terme au niveau de notre santé, de notre morale, de notre libido, du coup, aussi. Voilà, ça va impacter vraiment tout un tas de choses. Donc déjà, de pouvoir voir ce qui se passe dans le cycle, ça va nous donner en fait beaucoup d'indications sur est-ce qu'en fait, on est réellement en bonne santé. Voilà, donc il n'y a pas besoin de paniquer parce qu'un cycle se passe mal, hein, vraiment, ça peut arriver à n'importe qui et il y a justement l'influence du stress. Et ça, c'est aussi important de le savoir, c'est qu'il y a des mécanismes en fait tout à fait naturels prévus en fait à l'origine qui sont là pour décaler l'ovulation si on est dans une situation de danger. Euh, voilà, si on pense quand on avait une vie plus primitive dans la nature, qu'il y a une attaque, si on veut changer de lieu de vie, etc., c'est pas le moment en fait de procréer. Donc, le stress, les changements émotionnels, etc., peuvent décaler en fait le moment de l'ovulation et faire voilà que ça va se repousser, ça peut se repousser un peu, voire beaucoup. Et de nos jours, bah, ces mécanismes ils sont toujours présents. Donc, admettons, même si c'est des changements positifs, par exemple un voyage, un changement on déménage, même si on est dans un endroit qu'on préfère, on change de domicile, eh bien, ça aussi, c'est un gros changement, ça va nous déstabiliser au niveau émotionnel, stress, etc. Ça change nos repères et ça peut faire que ça se décale. Donc voilà, après, quand c'est justement exceptionnel, eh ben, c'est tout à fait normal, c'est des mécanismes normaux qui sont sains. Après, ben, quand on est justement sous l'effet de stress chronique, voilà, ou de perturbations qui sont plus durables, on dira, eh bien, c'est là que ça pose problème, du coup, sur l'équilibre complet du cycle, sur notre santé hormonale et donc sur tout le reste de notre santé, en fait. Exactement. Et est-ce que du coup, tu aurais des tips, des choses justement pour comment littéralement, concrètement nourrir ces hormones? Il faudra aussi que tu fasses un live avec mon mari qui pourra
Je l'attends. aller aussi beaucoup plus en détail par rapport à ce qu'est l'alimentation. Moi, je vais aborder en résumant, en fait. Je vais pas aller non plus trop dans le détail parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Mais pour la base, en fait, de ce qui est hygiène de vie du cycle, déjà, je dirais la première chose à contrôler, c'est que la femme mange assez. Parce qu'en fait, de nos jours, malheureusement, dans notre société moderne, il y a beaucoup de femmes en fait qui ne se nourrissent pas suffisamment. Euh, voilà, par crainte de prendre du poids, par mauvaise croyance, voilà, de se dire que si on mange à notre faim, on va grossir aussi, ou qu'il faut se limiter, etc. Donc il y a déjà ça, rien que ça. Après, ben, il y a le fait de manger de manière assez riche en nutriments. C'est une chose de manger suffisamment, mais il faut encore manger de manière suffisamment riche en nutriments pour pas avoir de carences, etc. Et là aussi, il y a énormément de croyances autour de tout ça. Ben, on part un peu directement sur le fait de se dire que ce qui est sain, c'est les végétaux, les légumes, les légumineuses, etc. Et là, plus ça avance et plus je suis en désaccord avec ça, et plus c'est vers les produits animaux en fait que je me tourne en fait pour nourrir mon cycle et ma santé. Alors voilà un petit peu déjà les premiers éléments en fait de base euh, qui peuvent être des petites choses à checker en fait pour la santé du cycle féminin et la santé féminine en général. Alors voilà, je sais pas si tu as déjà des questions par rapport à ça ou si tu avais d'autres pistes. Non, mais je me dis peut-être effectivement si on se souvient qu'effectivement nos hormones sexuelles dérivent, ont besoin de cholestérol en fait pour être Ouais. synthétisées. Déjà se rappeler qu'effectivement le gras n'est pas l'ennemi, c'est notre Oui, nourriture. Et des exactement. gras, notamment des gras d'origine animale. Toi, tu parles beaucoup du beurre cru notamment, Ouais. du Oui, alors ça, c'est l'aliment de prédilection pour la santé, bon, pour la santé autant féminine que masculine, hein. Mais bah, c'est vrai qu'en fait, bon, l'alimentation, c'est vraiment un sujet vaste et puis ça peut être très compliqué. On peut tout disséquer, quel aliment contient quoi, on peut aller dans le détail, des réactions dans le corps, etc. Ça peut devenir très compliqué. Et de toute façon, il y a personne qui est vraiment d'accord, même ceux qui font de la recherche, etc. Par contre, c'est quand on étudie ce qu'ont fait les différents peuples du monde pendant des milliers d'années, que là, tout à coup, il y a tout qui devient beaucoup plus simple et logique. Et là, bon, bah, il y a les références en la matière, c'est toutes les recherches du professeur Weston Price et des chercheurs qui ont continué, en fait, ces recherches jusqu'à maintenant, hein, du coup, de la Fondation Weston Price. Et voilà, ça donne des très bonnes bases, en fait, pour se rendre compte que l'alimentation moderne est bien loin de ce qu'on est censé en fait manger en tant qu'être humain. Et après, on peut remonter encore plus loin. Et là, ben, je vous inviterai à plutôt lire et écouter les vidéos de mon mari, ce qu'a mangé notre espèce en fait, Homo sapiens, depuis plusieurs millions d'années. Et là, on est encore plus loin en fait de ce qu'on voit maintenant. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une alimentation, surtout les femmes, qui a tendance à être très végétalisée, en pensant que manger des salades, c'est bon pour la santé, c'est plein de nutriments, en plus on va pas grossir. Et en fait, enfin, c'est une catastrophe en fait. On abîme en fait toute notre santé intestinale avec ça et on manque cruellement en fait de nutriments essentiels. Et c'est sûr que là tu parlais du cholestérol et des graisses et c'est vrai que les graisses on les a longtemps fuies en se disant les graisses font grossir et en fait c'est pas du tout le mécanisme en fait. Les graisses, surtout les graisses. Après ça dépend de quel type de graisse on parle hein, parce que maintenant les graisses modernes qu'on a dont les huiles végétales, alors ça c'est autre chose. Par contre tout ce qui est graisse animales de bonne qualité vont être vraiment essentielles à notre santé et c'est pas elles en soi qui vont nous faire grossir. Voilà. Et ça, je trouve que c'est déjà un bon message. Je pense que tu parlais aussi des œufs. Ça, je me dis, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Enfin, de se prendre 2 œufs avec le jaune coulant le matin, ça peut déjà Ouais. ça permet d'avoir des protéines le matin, donc de lisser la glycémie. Ça apporte aussi, le jaune d'œuf, je me souviens plus exactement, mais il est très riche en beaucoup de bonnes choses. Ouais. Donc c'est une véritable bombe vitaminique quelque part. Oui, clairement. Et tu parles ben, justement de la glycémie et bah, du coup ça part sur l'insuline et sur le fait qu'on a énormément d'apport en sucre en fait dans une journée, dans une alimentation moderne habituelle. On pense au sucre, aux sucreries, mais finalement il n'y a pas que les sucreries et les pâtisseries. Il y a aussi tout ce qui
tout ce qui est des glucides, en fait, tous les féculents qu'on mange abondamment à chaque repas, et c'est énorme, en fait. C'est énorme comparé à ce qu'ont mangé nos ancêtres pendant des millions d'années. Ça fait finalement que 10 000 ans, en fait, qu'il y a l'agriculture et qu'il y a justement ces aliments-là. Et encore, ils étaient préparés à la base. Il y avait des techniques traditionnelles de préparation des aliments avec le trempage et puis la fermentation pour ce qui était du grain, qui réduisait les toxines, qui aidait à assimiler les nutriments. Et ça, c'est toutes des choses qui sont perdues. Et on mange, du coup, dans des quantités qui sont impressionnantes. Et ça va poser des problèmes, justement, par rapport au fait qu'on a trop de sucre et par rapport aux toxines, en plus, qu'elles contiennent, en fait. Donc, c'est vrai que maintenant, si je peux avoir un conseil de base, vraiment, pour la fertilité et du coup l'équilibre hormonal, c'est vraiment de se tourner abondamment vers des produits animaux de qualité. Et c'est aussi ce que j'ai pu constater sur moi, en fait, au travers de ma propre expérience. C'est vrai que je suis passée par beaucoup de choses et notamment une alimentation végétarienne, presque végane, en fait. Dès le moment où on s'intéresse un peu à l'alimentation, et puis on tombe automatiquement sur un peu tout ce qui est lié au végétal et le végétal c'est bien, etc. Et j'ai pu voir vraiment des gros changements en fait au niveau de ma santé entre ce moment-là et le moment où j'ai réintroduit en fait les produits animaux et où maintenant j'en consomme vraiment. Je consomme quasiment essentiellement des produits animaux et quelques fruits et légumes fruits. Et du coup, j'ai pu l'expérimenter sur mon cycle. Et comme je me suis suivie en fait avec la symptothermie, depuis la fin de ma phase végétarienne jusqu'à maintenant, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pu voir évoluer. Voilà. Super, merci pour ce témoignage. Pour rappel, là, pour ceux aussi qui nous rejoignent en cours de route, donc le lien, c'est que, j'allais dire libido, fertilité, même combat. Ce qui compte, c'est l'équilibre hormonal, c'est la pleine santé. En fait, c'est pour ça qu'on a intitulé ce live Vitalité aussi, parce que c'est vraiment ça, c'est retrouver sa pleine santé. Et moi, du coup, je voulais aussi parler du système nerveux, comment comprendre aussi le système nerveux, parce que bon, les hormones ne font pas tout. On a parlé tout à l'heure du stress. Et effectivement, vous savez, on a le système nerveux, si vous voulez, à deux branches en quelque sorte. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le parasympathique est responsable, si vous voulez, c'est le système nerveux qui gère notre vie végétative, c'est-à-dire c'est lui qui nous fait respirer, qui fait battre notre cœur, qui nous fait digérer et qui gère aussi nos fonctions reproductives, du coup, toutes les choses qu'on n'a pas à penser, et heureusement, et qui se font toutes seules, parce que le corps est quand même une machine qui est bien faite. Et donc, il y a les deux parties qui sont antagonistes, le sympathique et le parasympathique. Le parasympathique va gérer toutes les fonctions de repos, donc justement la digestion, typiquement, et aussi, du coup, la sexualité. Et le sympathique, vous savez, c'est le mode plus attaque, réaction. Voilà, et les deux sont les accouchements. Tu sais, pendant l'accouchement, c'est aussi un processus où on n'est pas censé réfléchir. Du coup, ça correspond à quelle partie du cerveau? Alors, c'est une bonne question. Ce serait plutôt le parasympathique qui va s'activer. D'ailleurs, ça, on le voit très bien. Une femme qui est en travail, si elle a un stress, les contractions s'arrêtent. Et moi, je l'ai vu, mais 10 000 fois en salle d'accouchement, vraiment. Et parfois, sur un malentendu, il y a un médecin qui se trompe de salle, tu vois, qui débarque. Et la femme, c'est la panique. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe si le médecin est là? Et paf, plus de contractions. Finalement, pour tout ce qui est mécanisme sexuel, c'est aussi le même principe, j'imagine. Justement, si on a des perturbations, que ce soit sur le moment ou des choses qui nous trottent dans la tête et qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau. Tout à fait. Exactement. C'était tout à fait le point auquel je voulais venir. Et c'est aussi dramatiser complètement. C'est-à-dire que, je sais pas, un homme qui a peur de perdre son érection, il a une belle érection. Et là, d'un coup, il se dit et qu'est-ce qui va se passer si je la perds? Et le stress de se projeter dans peut-être je vais la perdre, et ça pourra suffire à la lui faire perdre. Voilà. C'est un truc qui permet de dédramatiser complètement et de dire c'est pas grave, c'est juste un coup de stress, il y a eu du cortisol qui a été sécrété, t'es repassé en système nerveux sympathique, il suffit de repasser en parasympathique. Et pour ça, ça va être la respiration, la relaxation, le contact physique, repenser à des choses positives. Voilà. Par exemple, je le dis un peu à la grosse là, mais... Et du coup, pour toi, c'est des choses qui se travaillent aussi finalement au quotidien, hors des moments de rapport sexuel? Bien sûr, exactement.
Ça c'est clair. Bah, c'est un peu comme la pleine conscience, qui est aussi qui est très importante en sexualité, justement, pour pas rester trop dans sa tête, mais être vraiment dans son corps, à l'écoute de ses sensations. Et effectivement, c'est quelque chose comment dire, quelque part, il faut recabler un peu son cerveau. Donc, c'est un entraînement. Et ça peut être un entraînement tout bête. Par exemple, tu prends ton café et au lieu d'être en train de scroller sur Instagram, par exemple, tu vas vraiment te concentrer sur la chaleur que tu ressens dans tes mains, le goût du café, son odeur, tu vois, et voir un peu ce que ça Ouais. fait. Ce moment de détente, le plaisir associé à ce café, bah, comment tu le ressens dans ton corps, tu vois. Ok. Ça peut Et être... du coup, en faisant ces exercices sur des petites choses du quotidien, après, tu peux transposer ça, en fait, Ben, sur les moments des rapports, en fait. exactement. Plus tu as l'habitude, en fait, plus c'est une sorte de gymnastique, hein, plus tu as l'habitude de te relier à ton corps et quelque part de déconnecter le mental et de passer en mode parasympathique, en mode détente, ben, plus ton corps va connaître le chemin et plus ce sera facile de le faire. Et même s'il y a un stress, plus ce sera facile de revenir effectivement à un état de détente du coup. Ok, du coup, toi, tu as des exercices, en fait, que tu recommandes par rapport à ça. Et ben, typiquement, effectivement, on va souvent travailler la respiration. Tu sais, on a facilement une respiration haute, une respiration très haute, oui. Et donc déjà, simplement, l'amener, prendre conscience que notre respiration habituelle, elle est souvent superficielle, très haute, et l'amener en abdominal, simplement, ça va venir déjà détendre tranquillement le ventre. Ça va venir détendre le diaphragme aussi, parce qu'une respiration très haute, c'est souvent dû aussi à un diaphragme qui est tendu. Mhm. Et donc déjà, rien que souvent, je le vois quand je le fais en consultation, souvent la personne met facilement 3 à 5 minutes vraiment pour vraiment arriver, s'installer dans une bonne respiration ventrale. En fait, Alors que ça fait descendre de la tête au corps, non? On change de exactement, nom. complètement ça. Ok. Du coup, Exactement. tu le fais au travers de la respiration et puis tu as d'autres exercices que tu pratiques en consultation ou que tu donnes, en fait, tu donnes des Exactement. devoirs. Oui, il y a des devoirs. Exactement. Alors, ça va être le toucher physique en couple pour avoir des touchés sans intention. C'est-à-dire simplement aller explorer le corps de l'autre, toucher en se disant tiens, là c'est plus froid, là si je touche l'arrière de son bras, c'est plus chaud, là c'est peut-être un peu plus mou, là c'est plus rugueux, c'est plus doux, et sans avoir un toucher entre guillemets utilitaire, tu vois, sans se dire je cherche l'excitation, je cherche une réponse. Non, vraiment juste de se dire bah, je suis à l'écoute de mes sensations. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Donc, il n'y a plus, en fait, d'objectif ou d'essayer de guetter une réaction et d'évaluer si on fait bien ou mal, en fait. Exactement, exactement. Et du coup, le stress s'en va, puisque tout est expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il n'y a pas de bon ou de mauvais résultats en fait. Ce qui compte, c'est la promenade, c'est le chemin, tu vois, et c'est la connexion, du coup. Ok, ouais. Ouais, c'est super intéressant. À la fois la connexion à soi, bien sûr, parce que quand tu touches, c'est tu es touché en retour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, Mhm. enfin, l'autre te touche puisque tu le touches. Enfin bref. Et puis connexion à l'autre, bien sûr, qui peut te dire si pour lui c'est agréable ou pas. Voilà. Ok. Et du coup, après, tu as aussi des protocoles pour réduire le stress et rester plus dans l'instant présent au quotidien, en fait. Enfin, pour rester dans cet état le plus possible. Parce que c'est vrai que j'imagine que c'est presque pas possible, en fait, de viser cet état dans par rapport à l'intimité, mais de pas réussir à l'appliquer le reste du temps. Enfin, je pense que ça va vraiment de pair, en fait. Complètement, exactement. Bah, c'est comme être à l'écoute de son corps. Tu peux pas être à l'écoute de ton corps ponctuellement, mais pas le reste du temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est une fois que tu as pris conscience et que tu es à l'écoute de ton corps, bah, ça marche tout le temps en fait. C'est exactement la même chose. Après, le stress, il est nécessaire à la vie. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de réagir, d'échapper en cas de danger. Il n'y aura jamais pas de stress. Et Oui. c'est pas du tout le but. Par contre, on va vraiment lutter contre les stress, le stress chronique surtout. Ça, justement, pour abaisser le taux de cortisol. Et puis après, pour savoir après un stress aigu qui peut survenir et qui peut survenir aussi en situation sexuelle, simplement revenir à un niveau de base plus tranquille, plus posé pour que les réflexes sexuels puissent avoir lieu. Et après, sinon, effectivement, ta question sur la gestion du stress au quotidien, moi j'utilise beaucoup l'EFT comme outil. C'est un outil vraiment très puissant. Je ne sais pas si tu connais. EFT? Ouais, c'est Emotional Freedom Technique. Et en fait, c'est par tapotement en acupuncture. Et donc, ça Ok, c'est de l'acupuncture. du coup les méridiens énergétiques chinois et ça va vraiment venir apaiser le système nerveux. C'est-à-dire Ok, d'accord.
Les émotions sont stockées quelque part dans le corps. Enfin, c'est le corps qui exprime les émotions, justement en sécrétant des hormones de stress ou autres. Et là, on va venir justement apaiser le système nerveux, lui dire non, c'est bon, tu es en sécurité. Même si tu as eu peur il y a 3 jours, ça sert à rien de te restresser en y pensant. Tu vois? Ouais. Voilà. Ok, ouais. Ouais, c'est de pouvoir vraiment lâcher par rapport à cette situation. Complètement. Vraiment venir apaiser le système nerveux. Enfin, c'est le terme le plus juste. D'accord, ouais. Mais en fait, c'est vraiment un sujet intéressant parce que, comme tu disais, le stress est essentiel à la vie, c'est un mécanisme naturel. Mais c'est vrai que finalement, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui subissent ce stress vraiment en continu et c'est là que ça devient vraiment nocif, en fait. Ouais, Où c'est c'est clair. des niveaux élevés vraiment continuels. Et là, c'est aussi difficile parce que c'est vraiment le mode de vie, en fait, moderne qui est beaucoup comme ça, avec le fait de devoir beaucoup Ouais, c'est travailler, de cumuler beaucoup d'activités, etc. Et ouais. on voit aussi, par rapport au cycle des femmes, que parfois, pour certaines femmes, le moyen, en fait, d'améliorer le cycle, c'est de ralentir, en fait, sur plusieurs plans, que ce soit par rapport au boulot, par rapport au nombre d'activités qu'il y a à côté, même des fois ralentir un peu la vie sociale. Enfin, c'est le cumul, en fait, qui fait souvent qu'il y a beaucoup de choses. Et parfois, on attend aussi de réduire notre pourcentage de travail. Si on veut des enfants, on dit, je réduirai le jour où j'ai des enfants. Mais parfois, en fait, pour notre équilibre psychique et physique, on a besoin, en fait, de réduire avant et de se consacrer des fois à d'autres choses qui nous passionnent. Et voilà. Mais on voit souvent des améliorations, en fait, aussi quand il y a soit une réduction du temps de travail, ou une réduction des fois du sport aussi. C'est vrai que on vante aussi beaucoup le sport comme étant merveilleux pour la santé, mais en fait pour les femmes, enfin ça dépend toujours le niveau de sport, mais là aussi le sport pour la fertilité féminine, dès que c'est trop intense, en fait c'est vraiment vécu comme un stress pour le corps, comme si on était en mode survie. Et dès qu'on passe en mode survie, la fertilité, c'est plus l'idée, quoi. Enfin, c'est plus là où on est censé se reproduire quand on est en mode survie. C'est le même mécanisme, en fait, qu'avec le stress. Un gros stress, un gros changement, ouf, on passe en mode survie, on attend de voir que ça se stabilise pour relancer une ovulation, etc. Avec un excès de sport, c'est le même principe. Et avec des carences nutritionnelles aussi. C'est assimilé à famine, survie, alors reproduction, ça se met de côté. Enfin, là, je simplifie. On a tout en fait nos niveaux de tolérance, que ce soit par rapport au sport, que ce soit par rapport au stress. Voilà, il n'y a pas le même niveau chez chaque femme qui va tout bloquer et tout stopper de cycle. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite passer en situation d'aménorrhée. Par contre, que ce soit carence nutritionnelle, le sport, le stress, ça peut très vite dérégler, décaler des ovulations ou carrément faire passer la femme en situation d'aménorrhée, donc en mode survie plutôt qu'en mode reproduction. Et c'est vrai que si on se dit je veux pas d'enfant ou pas maintenant, on pourrait se dire c'est pas grave. Et en fait là j'ai envie de dire non, c'est grave, c'est vraiment hyper important parce que la fertilité influence sur la santé comme on l'a dit avant et sur la libido, sur notre bien-être, sur notre morale. Et le fait d'ovuler permet de sécréter la progestérone qui va avoir des fonctions multiples, notamment sur notre morale et réduire les risques de dépression, de troubles du comportement, etc. D'où le fait que les risques de dépression augmentent de manière importante sous pilule, quoi. Puisque sous Ouais, pilule, pas d'ovulation ouais. et donc pas de production de progestérone dans notre propre corps. Ouais. Alors, souvent, C'est rude, hein? le réflexe de se dire mais c'est pas grave, c'est un progestatif, donc il y a du progestatif de synthèse dedans, ça comble l'absence de progestérone, mais en fait non, parce que le progestatif ne répond pas à toutes les mêmes fonctions que notre progestérone naturellement produite après une ovulation. Donc voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup quand tu dis qu'effectivement, parfois, il faut dire à la femme de ralentir, même avant que le bébé s'installe. Justement, permettre un équilibre de vie. Tu vois, parfois, je vois la même chose aussi pour la sexualité, des couples qui me disent qu'ils rencontrent des difficultés. Et puis, je vois que après, ça Ouais. fait 10 ans, tu vois, ils arrivent toujours pas à... Ils disent, ah non, on n'a pas eu l'occasion, ah non, mais ceci, mais ce week-end, il y avait des amis, machin et trucs. Et parfois, tu te dis, mais il faut aussi en faire une priorité, il faut prendre le temps. Et je crois qu'effectivement, on est à une période, à une époque, pardon, qui nous demande de faire beaucoup, plus que d'être, en fait, de prendre le temps d'être, vraiment Mhm. d'être. Et je pense que c'est une vraie chance, notre cycle, hein, parce que justement, on apprend à être différente aussi en fonction des phases.
on est obligé de s'adapter. On ne peut Oui, pas clairement. faire la même chose quand on a ses règles, quand on est en pleine pré-ovulation et quand on est en phase lutéale. Euh, et, Oui, et et on voit justement sur les niveaux d'énergie, en fait. En fait, ce qui est justement génial, quand on sait dans quelle phase du cycle on est, c'est que on comprend aussi pourquoi on a peut-être moins d'entrain à un certain moment. On comprend pourquoi tout à coup, au contraire, on a un immense dynamisme, on entreprend plein de choses. Et on comprend aussi pourquoi cette libido fluctue, puisque en fait, c'est normal. Après, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui est normal ou pas, parce que d'avoir des fluctuations de libido comme d'avoir des fluctuations de morale ou d'énergie, c'est normal. Par contre, d'avoir des immenses crashs qui peuvent durer une semaine où là, on est complètement au fond du bac, plus envie de rien, on voit tout en noir, etc. Bah là, on part dans du syndrome prémenstruel. Et là, non, c'est pas normal. C'est comme des douleurs de règles. On n'est pas censé avoir mal pendant ces règles. Là, c'est notre corps qui nous parle. Et on n'est pas censé se dire, ah ben, c'est parce que je vais avoir mes règles, etc. Non, on n'est pas censé souffrir de notre cycle, que ce soit pour le moral, que ce soit justement pour des douleurs. C'est vraiment qu'il faut chercher les causes. C'est notre corps qui nous parle. Et c'est là que c'est intéressant d'aller chercher pourquoi, en fait. carrément. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait que les carences nutritionnelles sont en soi un stress. Et Ah ça, oui, ouais. beaucoup de gens qui vont, moi je le vois aussi, qui vont me dire non, non, je suis pas stressée. Non, ça va, mon job, je le connais, à la maison, il n'y a pas de problème. Et en fait, voilà, typiquement, ne pas dormir assez, c'est un stress. Ne pas bien se nourrir, c'est un stress pour l'organisme. Ouais. Euh, et c'est à prendre en charge pour une santé globale. Enfin, ouais. Oui, clairement, ça influence, comme tu dis, sur l'état de stress du corps et puis aussi sur le fait que pour former nos hormones, on a besoin de plein de nutriments. Enfin, c'est vraiment des mécanismes en chaîne qui sont compliqués et qui ont moins que D'une pendant un certain temps de certaines choses, voilà, il y a tout le reste de la chaîne en fait qui va pécloter, quoi. ouais. Donc ouais. Et là, du coup, par rapport aussi au sommeil et au rythme de vie, comme tu disais, d'observer son cycle, c'est vraiment intéressant parce que ça nous rappelle à l'ordre. Parce que dès le moment où tout à coup on fait un cycle en fait, ou enfin un mois, une période où on fait moins attention à notre sommeil, on va moins dehors, on fait moins de détente, on est plus plus justement dans l'action, dans le faire, etc. On va le voir en fait sur notre cycle. Et direct, ça nous dit ouf, oula, ah ouais quand même. Ouais. Et on peut adapter en fait. C'est ça qui est chouette. Les mauvaises habitudes ne peuvent pas prendre trop longtemps, ne peuvent pas s'installer trop longtemps en fait. C'est un bon rappel à l'ordre. Ouais. Ouais, c'est bien, Dame Nature veille à l'ordre. Oui, exactement. Et est-ce que justement, est-ce que tu aurais des tips un peu pour l'hygiène de vie, des choses justement pour lutter contre ce stress métabolique, enfin. Alors, voilà, il y a ce que tu as aussi déjà un petit peu abordé par rapport à voilà des techniques de respiration, au fait de revenir dans l'instant présent. Je pense qu'il y a le contact avec la nature qui est aussi trop souvent oublié en fait. Simplement, juste d'aller s'immerger dans la nature et de prendre le soleil. Le soleil, il a été montré du doigt comme un ennemi, Oui, depuis un moment. Et on en a besoin aussi pour notre santé, pour plein de mécanismes hormonaux. Et en fait, on n'absorbe pas ce qu'on devrait absorber si on se tartine continuellement de crème solaire. Sans compter qu'en plus, la crème solaire contient des perturbateurs endocriniens qui vont en plus abîmer notre système hormonal. Donc là aussi, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en fait pour éviter les perturbateurs endocriniens et reprendre ce contact avec la nature, s'exposer au soleil et en tirer tous les bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire la crêpe pendant des heures alors qu'on ne s'est pas exposé pendant tout le mois qui a précédé. Voilà, il y a une exposition raisonnable qu'on peut faire au soleil. Et après, il y a simplement aussi l'exposition à la lumière du jour. Je vois en fait plein de personnes qui ont de mon entourage ou que ce soit dans ma clientèle, des personnes qui ont des troubles du moral et à qui les médecins en fait n'ont même pas cité le fait que c'est important d'aller prendre la lumière du jour le matin avant 9 heures si possible. Et c'est hallucinant en fait qu'on ne dise pas cette petite chose toute simple qui peut changer énormément de choses. Moi je le vois, je peux plus m'en passer. Si je sors pas prendre entre 10 à 20 minutes la lumière du jour, que ce soit sur mon balcon, en ouvrant la fenêtre ou devant chez moi, je suis pas bien quoi. Le reste de ma journée, ouais, j'ai la tête dans le tirage quoi. Vraiment. ouais. Et bon, si c'est une fois, ça va, mais quand c'est vraiment tous les jours, en fait, qu'on le fait vraiment jamais, ça pose vraiment des problèmes au niveau du sommeil, au niveau de notre rythme, au niveau de l'équilibre hormonal.
Et ça, c'est typiquement des choses qui peuvent vraiment changer la vie de manière assez simple. Donc voilà, ce retour un peu au soleil, à la lumière du jour, à ces mécanismes en fait qui étaient naturels et logiques quand on vivait plus dans la nature et qui deviennent des fois un peu plus oubliés et plus compliqués à mettre en place de nos jours, mais qui sont pas non plus impossibles. Je veux dire, voilà, se mettre en fait à la fenêtre du côté d'où le soleil se lève pendant quelques minutes le matin en buvant sa boisson chaude, c'est voilà, pas forcément un rituel qui est trop compliqué non plus. Oui. Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui peuvent changer beaucoup de choses. Après, voilà, bah, sinon il y a aussi tout ce qui est, bah là c'est moins par rapport au stress, mais plus par rapport à l'équilibre hormonal, mais tout ce qui peut réduire en fait notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Et là c'est aussi un immense sujet Oui, au quotidien. Il y a plein de choses qu'on peut pas maîtriser et que voilà, que ça sert à rien de se prendre la tête et de stresser avec ça. Par contre, il y a plein de petites choses quand même qu'on peut améliorer au quotidien et se dire que l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait un trop gros cocktail. En fait. On peut pas tout éviter, mais d'éviter le cocktail et la surdose en fait quotidienne, bah, notamment voilà, au travers des parfums. Les parfums, il y en a dans tellement de choses finalement. Il y a les parfums qu'on se met dans les cosmétiques, mais il y en a souvent dans les produits de douche, dans les shampoings. Il y en a bah, dans les crèmes de jour. Il y en a même dans les lingettes en fait pour bébé. Il y en a, ouais, voilà. Donc ça fait vite des cumuls en fait. Et à chaque fois, les dosages, ils sont évalués séparément pour dire oui, c'est safe. Oui, c'est bon, c'est bon, le dosage qu'il y a là-dedans, c'est OK. OK, mais si tu additionnes ce qu'il y a dans les couches bébés, plus ce qu'il y a dans le shampoing, plus ce qu'il y a dans le truc, voilà, si tu prends tous les produits séparément, plus toutes les substances, les unes ajoutées aux autres, et ben là, je suis plus tant sûre que ce soit vraiment sécuritaire et on voit très bien qu'il y a, voilà, qu'il y a de l'influence, quoi. Donc là aussi, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et ben top. Merci, écoute, pour ces pistes concrètes. N'hésitez pas à creuser les sujets. Évidemment, là, on vous évoque des pistes, mais après, c'est à creuser. Enfin, voilà. Mais vous Ouais. déjà facilement, en tout cas, mettre en place le fait de s'exposer à la lumière du jour le matin. Ça, c'est quelque chose à faire, effectivement. Est-ce que tu as encore des choses à dire ou parce qu'on voit que notre demi-heure est largement dépassée? Oui, je crois qu'on va peut-être passer aux questions. Ouais. Ou alors, tu avais Et ben, ça quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Ok, top, super. Alors, ouais, on peut passer aux questions. J'avais une personne qui m'a demandé... Attends, je vais te poser la question là. Oui, quel conseil tu pourrais donner pour une baisse de libido presque totale pendant la grossesse? Ok. Alors, la libido est vraiment multifactorielle. Donc là, pendant la grossesse, c'est pas forcément le contexte hormonal qu'on va creuser, mais il y aura plus la fatigue, clairement. Parce que la sexualité étant une fonction secondaire, clairement, si vous êtes fatigué, le corps va privilégier le repos. Il y a aussi pas mal le fait de devenir mère. Il y a un changement d'identité. Forcément, du coup, on s'identifie à sa propre mère, ou en tout cas à l'image d'une mère. Et c'est pas forcément un rôle sexué dans notre tête. Donc il y a ça aussi. Parfois, on peut avoir un peu du mal. Voilà. Il y a aussi la présence du bébé. Donc ça aussi, il y en a que ça dérange, que ça bloque en disant mais je le sens bouger, donc moi je peux pas. J'ai l'impression qu'il est là. Ouais, de fait, mais voilà. Et il y a aussi l'image corporelle, le corps qui change, qui se modifie. C'est pas toujours simple. Parfois, on se sent lourde, on a les ligaments qui tirent, il y a des contractions. Donc, parfois, voilà, ça aussi, c'est peut-être compliqué de ce point de vue-là. Et puis, parfois aussi, il faut comparer à la libido de base, en fait, parce que peut-être que la libido, juste avant, elle était drivée par le désir de bébé, de désir de grossesse, et que là, une fois que la grossesse est là, finalement, bon, ben, avoir des rapports, c'est bon, ça nous tente moins. Voilà. Évidemment, toutes ces pistes-là, ça va pas forcément, enfin, pour une même femme, elle va pas avoir toutes ces raisons-là, mais c'est des points intéressants à creuser, puis à creuser en individuel après pour voir le contexte. Ok. Moi, ce qui me vient aussi, c'est que du coup, comme il n'y a plus de cycle, ben, en fait, il n'y Ouais. a plus vraiment cette montée d'œstrogène avant l'ovulation qui peut être stimulante bah, par rapport à la libido, en fait. Donc, c'est un peu C'est compliqué. devenu le calme plat, on dirait. Ouais, ouais, ça peut aussi. Et puis aussi, on a cette image où on dit attention pendant la grossesse d'avoir une libido en folie. Dans les faits, moi, c'est quand même rarement ce que j'ai observé. Euh,
Donc c'est ça aussi, peut-être on peut avoir vendu aussi la hausse de libido pendant la grossesse. Ok, ouais. Ouais, parce que finalement aussi, juste de manière physiologique et logique, on se dit, d'un point de vue naturel, primitif, c'est pas pendant une grossesse qu'on est censé avoir le plus envie, en fait. Puisque pour la reproduction, ça n'a plus aucun intérêt. Et comme la reproduction est complètement liée à nos hormones et que les hormones sont complètement liées à la libido, finalement, je pense aussi que de se rendre compte que ça peut simplement être normal aussi, que c'est pas une phase où on est forcément censé avoir la plus grande libido, je pense que ça peut aussi aider, tant chez l'un que chez l'autre, dans le couple, voilà, à comprendre qu'il n'y a pas forcément un problème entre les partenaires, voilà. Après, il peut y avoir des choses, hein, évidemment, mais pas forcément, ouais. Ouais, carrément. Après, ceci dit, je me dis que la nature avait quand même dû prévoir que qu'un partenaire nous aide à nous occuper du bébé après, non? Et que donc, peut-être pour qu'il reste quand même. Oui, bah, je pense que c'est bien pour ça qu'on est toujours quand même capable d'avoir des rapports, mais peut-être que physiologiquement, c'est quand même pas forcément le moment où on est le plus motivé, quoi. Ouais. Mais oui, ouais. Clairement. Après, ouais. Du coup, c'est peut-être là aussi que c'est intéressant d'approfondir tout ce dont tu as parlé avant, en fait, au niveau, de revenir dans l'instant présent, de repartager Ouais. d'autres choses, en fait, en autre contact, et que ça peut réveiller d'autres choses. Peut-être que, voilà, la femme enceinte aussi, elle a des fois plus besoin d'être un peu couvée, qu'on prenne soin d'elle. Donc, il y a peut-être une autre approche aussi à avoir, alors que peut-être que c'était une personne à la base qui était plus entreprenante, voilà. Et que là, tout à coup, c'est peut-être elle Ouais. qui a besoin de plus Et puis de forcément, soins. ça change un peu la dynamique dans le couple. Alors effectivement, comme tu dis, c'est voilà, c'est une adaptation, il faut s'ajuster. Et puis le truc, c'est que la grossesse, on s'ajuste à un état et puis ça va changer parce que le ventre va être plus gros, parce que voilà, on va se mettre à sentir le bébé bouger, parce que l'accouchement se rapproche, qu'il peut y avoir aussi des angoisses liées à ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très, ça, comment dire, ça se questionne de manière globale. C'est difficile là tu vois, de trouver une cause comme ça. Ouais, d'accord. Magnifique. Et puis, du coup, il y avait une autre question. En quoi la santé du papa peut affecter celle de l'enfant? Euh, Là, je pense que la personne parlait du coup de la phase de préconception, donc avant la conception du bébé. Et à ce moment-là, pour répondre assez simplement, tu pourras compléter aussi, eh bien, le papa, par le spermatozoïde qu'il va donner, donne la moitié en fait du matériel génétique, donc la moitié du plan pour construire le futur bébé. Donc, en fait, tout ce qui va créer ce spermatozoïde, donc pendant toute la phase, ça dure environ 74 jours, en fait, la phase de création d'un spermatozoïde, toute l'hygiène de vie en fait de l'homme pendant ce temps-là, et ce qu'il a fait avant aussi, ce qui fait que est-ce qu'il a des réserves, est-ce qu'il a un bon niveau en fait au niveau des nutriments, enfin est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour construire des spermatozoïdes en pleine santé, eh bien ça va influencer en fait le plan du futur bébé et les chances que tout se passe bien en fait pendant la grossesse et puis après pour la santé de l'enfant. Après, ça ne veut pas dire que si quelque chose se passe mal, on a fait quelque chose de mal. Il y a forcément des fois, tout simplement, voilà, on peut pas tout maîtriser. Par contre, on peut influencer positivement. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit parce que sinon on tombe un peu dans comme on peut dire, dans la rigidité, à vouloir tout maîtriser, à avoir peur du moindre petit écart. Je veux dire, la nature, elle est bien faite. Il y avait des situations où on avait plus ou moins bien à manger, où il y avait de toute façon du stress. De toute façon, c'est plutôt, je pense, un peu une hygiène de vie justement globale, générale, sur le moyen terme qu'il faudrait viser sur les mois, voire sur l'année en fait avant la conception d'un enfant, où on pourrait se dire, ben voilà, on fait tout ce qu'on peut pour être le plus en santé, le plus en forme possible, mais ce serait jamais parfait quoi. Et sinon, c'est dans la tête après que ça joue plus. Si c'est justement ensuite autre chose. Donc, pour revenir à en quoi la santé du papa peut affecter celle de l'enfant, ben, c'est simplement en fait que au moment de la conception, c'est la qualité en fait du spermatozoïde qui va donner, qui va influencer en fait la façon aussi dont va se développer l'enfant. Et souvent, pendant longtemps, quand il y avait des fausses couches, c'était la mère qui était pointée du doigt. Et en fait, une fausse couche, ça peut être lié à l'état de santé des deux, voire être simplement lié à une erreur dans le déroulement en fait du processus. Donc, on peut pas se dire que c'est l'un ou que c'est l'autre. Par contre, automatiquement, plus on sera en santé, l'un et l'autre, et plus on réduit ce risque-là. Mais par contre, on peut jamais l'éliminer complètement, ça c'est sûr. Ouais, Voilà. tout à fait. Ben, je crois que tu as tout dit, honnêtement. J'ai pas, j'ai rien à ajouter.
Alors, je te pose la dernière question avant qu'on déborde trop sur le temps. Donc, il y a une femme qui demandait en fait si c'était normal d'avoir des longs cycles en allaitant avec un bébé de 18 mois. Ok. Alors, spontanément, j'ai envie de dire oui, parce que quand on allait déjà un petit, la nature a prévu qu'on n'en refasse pas un tout de suite, parce que c'est simplement pour qu'on puisse s'occuper de celui qu'on a déjà. Donc, c'est normal. Vous savez qu'en allaitant, on sécrète de la prolactine, donc qui va venir inhiber du coup les autres hormones, enfin les oestrogènes et progestérone, normalement qui va bloquer les cycles. Alors, ça marche plus ou moins bien, hein. Parfois les cycles reviennent quand même très vite malgré un allaitement complet. Là, après, ce qu'on peut se poser comme question, effectivement, mais c'est ce que tu disais, ce qu'on avait à discuter juste avant, c'est est-ce que vraiment ces cycles sont revenus ou est-ce qu'elle a eu des saignements de temps en temps qu'elle a interprétés comme des règles? Voilà, est-ce qu'elle a pu observer une ovulation? Est-ce que c'est une ovulation dans ce cas de bonne qualité avec une phase post-ovulatoire qui dure suffisamment longtemps, comme tu l'as dit tout à l'heure, au moins plus de 11 jours? Voilà, est-ce qu'elle a de la glaire de bonne qualité? Voilà, ce sera un peu l'idée, c'est d'avoir de faire un bilan plus global. Voilà, en gros. Ouais, top. Ouais, en fait, tant qu'il y a l'allaitement, bah, il y a la concurrence en fait entre les hormones de l'allaitement et les hormones du cycle. Et du coup, c'est juste comme ça, là, sans avoir plus d'informations, c'est vrai que ça paraît relativement normal que, de toute façon, les cycles, ça dépend aussi d'une femme à l'autre. Hein. Moi, j'étais dans le cas où mes cycles sont revenus super tôt, alors que j'allaitais complet jour et nuit, etc. Et il y a des femmes, tant qu'elles allaitent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même pendant 2 ans, ça revient pas. On Ouais, n'a vraiment pas toute la même réaction. Il y a concurrence entre ces hormones, mais on n'est pas toutes au même niveau où tout à coup le cycle reprend le dessus. Et puis pour une autre, ça sera un autre moment. Donc, en fait, il faudrait aussi voir l'état de santé général de la femme. C'est sûr que si elle est très fatiguée, justement qu'il y a des carences, etc., que son cycle était revenu, mais qu'il n'arrive plus à s'installer et qu'en fait il y a des troubles du cycle, là potentiellement on pourrait dire que non, c'est pas forcément normal. Par contre, si elle est en pleine forme, si on peut être en pleine forme quand on a un petit, potentiellement faire des amis, mais si il n'y a pas de problème majeur et que voilà que ces cycles sont revenus il n'y a pas très longtemps et que c'est encore un peu irrégulier, franchement c'est vraiment courant et il n'y a rien d'anormal à ça quoi. ouais, ça c'est clair. Et puis tu avais soulevé un point intéressant aussi de savoir qu'est-ce qu'elle appelle cycle long. Puis, Oui, c'est juste, voilà, effectivement. C'est parce que vrai. voilà, des cycles sont de 28 jours, comme tu disais, et donc jusqu'à 35 jours, c'est physiologique. Donc même un cycle de 33 jours, même si avant peut-être elle avait des cycles un peu plus courts, en soi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oui, c'est vrai qu'on part toujours en fait sur cette notion de 28 jours. Et en fait, un cycle peut être parfaitement sain, même en étant de 33, 34 jours. Ce qui est important en fait, et c'est là que c'est vraiment intéressant de connaître le moment de l'ovulation, c'est de savoir la durée de la phase progestative. Donc entre l'ovulation et la fin du cycle, donc entre le début des nouvelles règles. Et on peut avoir un cycle en fait de 30 jours et ovuler au jour 15 et avoir une phase progestative de 15 jours, magnifique. On peut avoir un cycle de 30 jours, ovuler au jour 20 ou au jour 21 et avoir une phase progestative de 9 ou 10 jours. Et là, on est déjà dans du trop court par rapport à la santé de la femme. Si c'est une fois, il n'y a aucun souci, il ne faut pas se stresser parce qu'une fois, on a une phase progestative un peu trop courte. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, sur le moyen long terme, que là, c'est intéressant de voir ça. Ouais, mais oui, tu as bien fait de relever, effectivement. C'est pas passé pas à 28 jours jusqu'à 35 jours, c'est normal. Et si une fois on a un cycle plus long, là aussi, ça peut être ne serait-ce que lié à un voyage, à un déménagement, à un changement de boulot, à quelque chose comme ça. Et l'ovulation, par réflexe primitif, va se décaler en fait jusqu'à ce qu'on se restabilise en fait dans notre vie. Ouais. Bon, bah super, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il n'y a pas de questions dans le chat. Enfin, je regarde juste, mais j'ai pas Ouais, l'impression. j'ai pas trop, j'ai pas trop réussi à regarder en même temps Il y en a qu'on parlait. qui nous disent bonsoir. Bah, bonsoir aussi. Euh, euh, Après, voilà. je pense qu'ils peuvent poser encore des questions en commentaire, non? Dans le Oui, replay? bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Et puis après, nous sommes joignables toutes les deux sur Instagram, bien sûr. Enfin, pour Ouais, c'est clair. répondre. Il y avait un témoignage de Au cœur de soi qui disait: pour ma part, en ayant dû reprendre ma pilule, acné sévère suite à l'arrêt et diagnostic SOPK, ma libido a été malheureusement très impactée. Oui, Ah oui, par rapport à la reprise de la pilule? ouais. Et ça, malheureusement, c'est un grand classique. Moi, j'interroge toujours la contraception en consultation, surtout pour les baisses de libido. Et même les Oui.
aussi ou autre, parce que vraiment, ça a un impact. Après, ben, j'ai envie de lui dire, mais tu vas peut-être sans doute mieux lui répondre que moi, mais qu'elle peut se former à une méthode d'observation du cycle et que le SOPK et l'acné aussi peuvent se traiter avec une alimentation Oui, différente. ouais, clairement. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à entendre, voilà, j'ai cette maladie ou j'ai ce syndrome, et on se dit, ben voilà, je l'ai attrapé et il est là et je dois faire avec. Mais en fait, dans beaucoup de cas, suivant ce qu'on met en place, on peut le guérir. Ça veut pas dire qu'on va forcément y arriver. Ça dépend d'où on part, ça dépend de notre état de santé général, ça dépend de ce qu'on est prêt à mettre en place. Mais que ce soit pour l'acné ou pour le syndrome des ovaires polykystiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et il y a des bonnes chances que ça s'améliore, quoi. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Clairement. Mais après, oui, par rapport aux contraceptifs à base d'hormones de synthèse, la chute de la libido, c'est vraiment impressionnant et puis encore très peu reconnu par le monde médical, quoi. C'est vraiment terrible. Alors que dans la pratique, ce qu'on voit, enfin, moi, j'ai pu le constater aussi dans mon expérience personnelle après 10 ans de pilule, enfin, et ça, c'est le nombre de témoignages. Et puis là-dessus, certes, les études scientifiques sont intéressantes, mais là, il y a aussi simplement la pratique, le retour d'expérience et les témoignages qui sont vraiment flagrants, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et c'est souvent des choses, en fait, qui viennent pas tout de suite. Et c'est ça qui est très, c'est que souvent on se dit, ah, mais je supporte bien ma pilule parce qu'au début, les premiers mois, voilà, tout semble bien se passer. Et c'est souvent des choses qui vont s'installer au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure des conséquences, en fait, des progestatifs de synthèse ou des autres hormones de synthèse. Ouais. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu pas mal de femmes qui ont découvert leur libido en arrêtant la pilule pour tomber enceinte, effectivement. Ah ouais. Et qui après, du coup, en postpartum, me disaient, mais je retourne pas à la pilule, c'est sûr. Alors, ça, c'est vrai que c'est un vrai déclic. Hein. Surtout quand on l'a pris longtemps et que justement les choses se sont installées gentiment, que la libido a baissé gentiment, qu'on n'a plus fait le lien avec le contraceptif et que tout d'un coup on arrête. Et oui, là c'est vrai que ça peut être le déclic de se dire ah non je veux plus jamais ça quoi. On prend un contraceptif pour pouvoir avoir des rapports et en fait on n'a plus envie d'en avoir quoi. Super. Oui. C'est hyper efficace le contraceptif. Hein. Là vraiment tip top. Plus de risque quoi. C'est quand même le comble quoi. On a une dernière question. Est-ce qu'une prise de booster de progestérone naturel, tu les vois, non? Ou pas? Oui. A une influence sur la longueur du cycle? Alors, ah oui, je vois à la fin. Alors, est-ce qu'une prise de booster de progestérone naturel? Alors, je ne sais pas si ce qu'elle entend par booster de progestérone naturel, est-ce que c'est de la progestérone bioidentique? Ah non. Ah oui, est-ce que c'est un médicament de progestérone bioidentique ou est-ce que c'est les capsules de progestérone bioidentique? Je sais pas, mais dans tous les cas, moi, ce que je tendance à répondre, c'est qu'en tout cas, ça va limiter typiquement le signe de fin de cycle qui peut être lié effectivement à une insuffisance en progestérone. Et donc, dans ces cas-là, oui, ça va quelque part, ça va allonger un peu la phase lutéale. Après, surtout, ça va... Ah oui, d'accord. Bah, alors oui, mais ça va sur infusion toute bête de poivre des moines. Alors, je ne connais pas spécialement cette plante, honnêtement, mais donc si elle a un effet progestérone-like, c'est très bien. Par contre, ça va se lisser sur plusieurs cycles. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ça va jouer en fait sur le cycle d'après aussi, ça va faire une meilleure sécrétion hormonale, enfin une meilleure ovulation, et donc après une meilleure phase lutéale, et ainsi de suite. Il y a un peu un effet boule de neige. Ouais. Voilà. Ouais, après, il faut voir aussi, justement, là, c'est justement une tisane, je la connais pas non plus, en fait. Enfin, je connais pas l'utilisation de cette tisane-là pour ça. Mais c'est sûr que dès le moment qu'on a quelque chose qui va soutenir, booster notre progestérone, ça peut rallonger la deuxième phase du cycle, voire ça peut aussi la raccourcir si ça vient, c'est complexe, hein, les mécanismes hormonaux, mais ça peut venir perturber notre propre production de progestérone et enfin voilà, si c'est des comment on appelle par exemple, quand on prend en fait la progestérone bioidentique, chez certaines femmes, en tout cas au début, ça peut raccourcir la phase progestative au début. Voilà, je peux pas rentrer dans les détails maintenant en fait de ce que ça fait, mais voilà, il faut voir comment on réagit. Mais c'est censé justement influencer la longueur de la phase progestative. Et après, voilà, faut voir la réaction justement chez la personne. En tout cas, quand on prend de la progestérone bioidentique ou les équivalents en fait de synthèse, donc des progestatifs de synthèse, c'est justement pour maintenir en fait cette phase progestative et par exemple dans l'objectif de permettre une implantation pour un embryon. Ouais. Ou alors aussi chez des femmes qui sont en carence de progestérone, qui ont des deuxièmes phases de cycle trop courtes et du coup qui veulent
qui veulent booster ça aussi pour d'un point de vue santé en fait. Oui. Ouais. Donc c'est censé influencer la longueur du cycle, ouais. Enfin du coup la longueur de la phase progestative. Mais il faut voir du coup l'effet, faut voir comment on réagit et est-ce que c'est vraiment le bon moyen. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a à peu près. Non? Est-ce que tu as un mot pour la fin? Bah, j'aurais juste un truc à ajouter par rapport en fait à ce boost de progestérone. Ça peut être intéressant de prendre des choses pour soutenir, mais en fait ce que j'aurais envie de dire c'est pourquoi on a une phase lutéale trop courte. Enfin, phase progestative, phase lutéale, c'est pareil. C'est aussi chercher les causes en fait, parce que naturellement on est censé avoir une phase progestative de 12 à 16 jours, et si ça l'est pas, eh bien c'est aussi intéressant d'aller regarder pourquoi. On peut soutenir temporairement, mais c'est aussi bien de comprendre pourquoi notre corps n'arrive pas à le faire, et souvent bah, c'est qu'on n'a pas une bonne qualité en fait d'ovulation, et que du coup comme l'ovulation n'a pas été de qualité, bah, après le follicule en fait qui se transforme en corps jaune dans l'ovaire et qui va produire la progestérone n'est aussi pas de qualité suffisante en fait pour maintenir cette phase progestative. Donc c'est en fait de comprendre vraiment toute la santé du cycle pour se dire et amener notre corps en fait à faire bien les choses lui-même en fait. Ouais. Oui. Et pour ça, Mais des fois un petit coup on de pouce. revient. Ouais. Ouais. Et on revient au fait de bien se nourrir pour que justement notre corps puisse synthétiser toutes les hormones dont il a besoin. Oui. Et il faut minimum 3 mois en fait pour voir des effets, parce que pour la maturation complète en fait d'un ovule, il faut environ 100 jours. Donc ce qu'on va mettre en place dans notre hygiène de vie, dans notre sommeil, notre alimentation maintenant, on va pas forcément le voir sur le cycle suivant. Ça peut déjà améliorer certaines choses, hein, mais souvent il faut au moins voilà 100 jours pour vraiment voir des effets. Top. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là, si ça te va. Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas, c'était une Merci, bonne idée. c'était super intéressant. Et j'espère que ça a appris des choses à tout le monde aussi. Ouais, n'hésitez pas à faire un retour ou à reposer des questions si jamais par après dans les commentaires, du coup, comme on peut le faire. Apparemment, moi, j'y connais pas grand-chose, mais Carrément. Si, si, non. j'apprends. Grâce à toi, j'aurais appris à faire un live. Enfin, c'est quand même toi qui l'as lancé, mais T'inquiète pas, tu feras le prochain. ça marche. Cool, ben merci beaucoup alors. Salut, avec plaisir. Ciao, Merci. ciao, à bientôt. Merci beaucoup. Attends, merde.